bonjour à tous et merci tout d'abord à la Fondation Maladies Rares pour nous donner l'opportunité de présenter notre projet qui porte sur l'évaluation de l'impact psychosocial et de la prise en charge pluridisciplinaire du test génétique prédictif dans les maladies cardiaques héréditaires. Le titre est long, mais il est assez explicite. Alors, on va vous faire une présentation effectivement en binôme. Pour ma part, donc, je suis clinicien, cardiogénéticien. Je coordonne un centre de référence labellisé dans le cadre du plan Maladies Rares. Et sans plus tarder, je vais laisser Marcella commencer cette présentation. Marcella, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis une quinzaine d'années maintenant et qui m'accompagne dans ce projet. Bonjour. Alors, je précise aussi par rapport à ma présentation que c'est pourquoi je suis ici aussi, c'est mon travail en tant que clinicienne à la fois à l'Institut de myologie, au département des génétiques de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc, le premier temps de cette présentation, c'est de resituer le contexte où est née cette recherche. Donc, comme vous le savez, et c'était évoqué tout à l'heure, la fin du XXe siècle était marquée par des découvertes considérables dans le domaine de la génétique qui ont modifié profondément les rapports de l'homme à la temporalité, à son histoire, à son devenir et, en quelque sorte, à son destin. Donc, la découverte des gènes responsables de certaines maladies génétiques permettent à un individu en bonne santé de savoir s'il est porteur ou non du gène responsable de l'anomalie génétique qui concerne d'autres membres de sa famille. Cette situation de révélation du statut génétique, ce sont des situations cliniques complexes, inédites pour les patients et souvent aussi pour les soignants. Elles bouleversent les modèles existants, comme c'était évoqué ce matin, et nous amènent à des interrogations importantes sur ces effets. Donc, le savoir prédictif est un savoir qui est un savoir paradoxal. Pourquoi il est paradoxal ? Parce qu'à la suite d'un diagnostic génétique, on a une preuve moléculaire de la maladie sans aucune preuve sur le champ perceptif. Et ceci pendant de très longues années. On peut être porteur du gène sans avoir de signes évidents, tangibles de la maladie pour laquelle on a été prélevé. Pourquoi c'est paradoxal, le savoir prédictif ? Parce qu'il produit un excès des connaissances par le biais de la prédiction, mais en même temps, il y a quelque chose qui reste toujours dans le domaine de l'incertitude, et notamment l'incertitude par rapport à l'âge des débuts de la maladie et la gravité, la manière où la maladie va s'exprimer. Le savoir prédictif et toute notre expérience à la Pitié-Salpêtrière dans le domaine de la médecine prédictive, dans le domaine de la cardiogénétique bien sûr, mais aussi l'oncogénétique et surtout la neurogénétique, avec le modèle de la maladie d'Huntington qui était les plus étudiés grâce aux travaux d'Alexandra Dürr et Josué Feingold, nous permettent d'affirmer l'idée que le savoir prédictif est souvent, toujours, presque un savoir traumatique. Pourquoi ? Parce qu'il produit un traumatisme anticipé. Toute prédiction engendre un télescopage du temps, puisque l'avenir devient présent. Donc, tous les registres de la temporalité sont affectés par la prédiction, puisqu'ils vont se croiser, passé, présent et futur. Donc, d'une manière générale, ces schémas est le schéma qui pourrait s'appliquer à toute la réflexion sur la médecine prédictive. Aujourd'hui, on parle de la cardiogénétique et on va vous montrer notre modélisation de la recherche dans ces domaines. Donc, quand on est à risque pour une maladie cardiaque, par exemple la cardiomyopathie hypertrophique,
on est à risque et le vécu du risque peut être plus ou moins envahissant, plus ou moins difficile. Beaucoup de personnes vont décider, par exemple, de ne pas venir consulter. C'était évoqué par le professeur Mandel. La question n'est pas seulement de savoir ou ne pas savoir, a-t-on le droit de savoir ou ne pas savoir. Il y a des personnes qui choisissent, qui font le choix, qui ont la liberté de ne pas savoir. Ne pas savoir, ce n'est pas, je pense, un droit, mais une liberté de ne pas savoir autant que savoir. Donc, cet être à risque va vivre ce temps avant le test de différentes manières. Certains vont être très angoissés. Vous savez que le cœur est un organe tout à fait particulier qui véhicule des représentations très spécifiques. C'est pas pareil avoir une maladie génétique quand c'est le cerveau qui est atteint que quand c'est le cœur. Ça va influencer aussi le vécu de la maladie cardiaque dans la famille. Est-ce qu'il y a eu des sujets qui ont eu une mort subite, par exemple? Tous ces aspects vont déterminer le vécu du risque. Si la personne accède au test génétique, bien sûr que le résultat défavorable va conduire à une diminution de l'angoisse des morts qui peut être très présente, et une nécessité parfois d'assumer des nouveaux choix de vie, surtout quand le sujet avait renoncé, avait fait des choix fondamentaux de vie, craignant la maladie future. Donc la réaction devant le résultat du test favorable est toujours surprenante, puisque beaucoup de personnes qui ne sont pas porteuses peuvent se sentir bouleversées et profondément désespérées même de ne pas être porteuses, justement, tout simplement parce que d'autres membres de la famille le sont et qu'un sentiment de culpabilité peut les envahir. Et puis, enfin, les résultats défavorables amènent la personne à faire ce travail constant de distinguer le fait d'être porteur et d'être malade. Ce n'est pas parce qu'on est porteur que les résultats étaient défavorables que je suis déjà dans la maladie. Donc, vous voyez que les risques de la prédiction, c'est aussi de faire rentrer le sujet dans la maladie avant même que la maladie se déclare. L'incertitude qui persiste par rapport à l'âge et à la gravité de la maladie, et les anxiétés, les angoisses liées à la maladie cardiaque dont vous pouvez imaginer l'importance. Donc les consultations de médecine prédictive sont destinées à des personnes singulières, des humains porteurs d'anxiété, d'espoir, et dont les besoins médicaux, psychologiques et sociaux doivent pouvoir être individualisés et évalués. On peut dire que la médecine personnalisée n'est pas suffisante puisqu'elle ne comporte pas en soi, et la sémantique est importante, la dimension autobiographique. Et je pense que pour les cliniciens présents, vous savez combien la médecine personnalisée ne suffit pas à rendre compte des coordonnées individuelles et subjectives de chacun des patients que nous rencontrons. Donc la philosophie de notre recherche est de faire cohabiter les progrès scientifiques et de les faire rimer toujours avec l'humanité. Notre objectif a été de donner la voix aux patients, aux personnes demandeuses du test présymptomatique pour des maladies cardiogénétiques, pour évaluer non seulement leur vécu de l'annonce du résultat du test, mais aussi leur avis sur les dispositifs des révélations de leur statut génétique. Alors, de quelle maladie parle-t-on? On parle d'un grand nombre de maladies cardiaques rares qui sont d'une part des cardiomyopathies, des maladies du muscle cardiaque, par exemple la forme hypertrophique qui est figurée ici. La flèche ne marche pas. Ou, deuxième groupe de pathologies, des maladies électriques pures qui se diagnostiquent sur un électrocardiogramme, par exemple, comme le syndrome du QT long, qui est assez illustratif de cette problématique. Alors, ces différentes maladies ont des points communs. Le premier, c'est d'être une source de complications graves, à type d'insuffisance cardiaque ou de mort subite. Et quand on considère collectivement ces maladies, elles représentent un vrai problème de santé publique, puisque, chez le sujet jeune notamment, elles représentent les principales causes de mort subite
Chez le sportif de moins de 40 ans, quand vous avez un footballeur, un basketteur qui fait un arrêt sur un terrain, en général, c'est l'une de ces maladies-là qui est sous-jacente. Et puis, ce sont également des sources d'insuffisance cardiaque du sujet jeune, et elles constituent les premières indications de transplantation cardiaque devant la maladie coronaire. Et ça illustre aussi l'importance de la thématique des maladies rares quand on les considère collectivement. Il y a un vrai enjeu de santé publique à ce moment-là. On connaît de mieux en mieux les gènes, les mutations. Ce sont majoritairement des maladies à transmission dominante autosomique, donc un risque de 50% de transmission pour la parenté au premier degré, avec un autre élément très important qui justifie toute cette problématique du test génétique prédictif, c'est-à-dire que l'expression cardiaque est volontiers retardée. Elle peut se faire à l'adolescence, elle peut se faire chez l'adulte jeune, elle peut se faire chez l'adulte plus âgé, 40, 50 ans, la date de début de l'expression cardiaque et de la maladie. Et puis un enjeu important, évidemment, dans ce groupe de maladies, c'est qu'il y a un impact thérapeutique, il y a une prise en charge thérapeutique efficace pour prévenir en bonne partie les complications qui peuvent faire appel à des classes médicamenteuses, parfois aux défibrillateurs préventifs, et puis dans tous les cas quand la maladie est déclarée, une contre-indication à l'activité sportive de haut niveau qui constitue aussi un des enjeux de la consultation. Alors les bases génétiques et la connaissance de ces bases génétiques des maladies cardiaques a engendré finalement un essor rapide et important du test génétique dans la pratique clinique. Et tant et si bien que vous voyez que le test génétique s'intègre dans les recommandations internationales de prise en charge, avec un très fort niveau de recommandation pour la réalisation d'un test génétique chez tout patient qui a un index avec une de ces maladies. Et cet impact très fort, il est lié essentiellement à l'impact médical du test génétique dans l'intégration de la surveillance familiale et de la prévention des complications chez les apparentés. Alors, on peut résumer assez simplement la stratégie et cet impact en disant qu'on peut proposer effectivement un test génétique, ce serait mieux avec la flèche, un test génétique chez un apparenté apparemment sain, à partir du moment où on connaît la mutation dans la famille chez le cardiaque, donc ça c'est la condition sine qua non. Et ensuite, l'impact, il est donc lié à deux situations. Soit on ne retrouve pas la mutation familiale et donc on peut rassurer la parenté, on peut stopper la surveillance cardiologique et aussi on va pouvoir le rassurer sur le risque de transmission à la descendance. Inversement, si le test génétique prédictif retrouve la présence de la mutation, eh bien on va organiser un bilan cardiologique complet, on va organiser une surveillance régulière pour dépister le moment où la maladie commence à se déclarer sur le plan cardiaque, et là, mettre en place la prise en charge thérapeutique précoce pour prévenir les complications. De façon plus marginale, même au stade très précoce, avant l'expression cardiaque, on peut être amené à discuter au cas par cas, selon les pathologies, selon les situations, des mesures thérapeutiques comme donner une liste de médicaments contre-indiqués, comme restreindre le sport au cas par cas à ce stade-là. La restriction est systématique quand la maladie est déclarée, mais au stade d'avant, ça peut se discuter. Et puis, un traitement médical, dans une situation très très particulière, la forme du QT-long ou le bêta-bloquant, est donné très précocement avant même l'expression sur l'électrocardiogramme, bien souvent. Alors, en réalité, l'impact du test génétique n'est pas seulement médical, et c'est tout ce qui nous occupe dans ce projet. En fait, l'impact peut être extrêmement varié, complexe. Il fait intervenir différents acteurs, le consultant, l'équipe soignante, le test génétique lui-même, la famille, la société, avec ses impératifs. Et en fait, parmi ces impacts variés, on peut citer l'impact médico-légal, le respect des contraintes des textes de loi, l'impact socio-professionnel, qui est assez important dans ces pathologies-là. Par exemple, que dire à un apparenté qui est jeune, qui souhaite faire une demande de prêt dans le cadre auprès d'une banque ou un contrat d'assurance. Que dire à un adulte jeune ou un adolescent qui s'engage dans une profession à caractère sportif, il veut devenir athlète de haut niveau, à partir du moment où la maladie va se déclarer, il va avoir sa carrière stoppée à ce moment-là. Un impact psychologique à différents niveaux,
Évidemment, on a parlé de l'anxiété générée par la révélation du résultat génétique, et ça va se traduire, selon les cas, par des difficultés à se projeter dans des projets personnels, projets de couple, projets d'enfants. Très souvent, c'est une problématique qui revient beaucoup dans la motivation des couples, savoir s'il y a un risque de transmission. Et parfois, ça peut même aller jusqu'au fait de décider, quand on est porteur de mutation pour un jeune couple, de ne pas faire d'enfants pour ne pas prendre le risque de transmettre. Donc ça, c'est une problématique qu'on a assez souvent dans nos discussions. Autre impact psychologique, c'est évidemment tout le retentissement qu'il peut y avoir au sein de la famille, le changement du regard des uns et des autres en fonction du résultat, le regard du porteur de mutation vis-à-vis du parent transmetteur, comment ça va changer les choses avec tout le poids de la culpabilité qui est souvent présent à ce moment-là, le changement du regard aussi au sein d'une fratrie en fonction de l'asymétrie du résultat génétique. Certains sont porteurs de la mutation, d'autres pas porteurs. Est-ce que le résultat va les rapprocher, va les éloigner les uns des autres? Tout ça, ce sont des choses qu'on voit au quotidien dans nos consultations, qui est tout à fait complexe en général. Et puis des principes éthiques qui peuvent être soulevés aussi, qui résultent par définition du conflit entre des intérêts contrastés, entre soit des personnes différentes dans une famille, soit entre la famille et la société. On peut citer par exemple, est-ce qu'il faut faire un test génétique chez un apparenté au 2e degré si on sait que le résultat va révéler le statut génétique du parent qui lui est apparenté au 1er degré et qui parfois ne veut pas connaître son statut génétique? Est-ce qu'il faut également que dire à l'apparenté qui se révèle porteur d'une mutation et qui refuse de diffuser l'information dans sa famille? On sait que les textes de loi sur la parentèle nous aident, mais en pratique, ça reste extrêmement compliqué à gérer. Un autre dernier exemple, que dire à un apparenté à qui on souhaite apprendre qu'il est né par don de sperme, qu'il est à risque d'avoir hérité une maladie cardiaque, alors qu'il ne sait pas qu'il est né par don de sperme. Et moi, je vois en consultation un patient qui déclare une maladie cardiaque héréditaire et qui m'apprend à la fin de la consultation que 10 ou 20 ans plus tôt, il a été donneur de sperme. J'ai été confronté plusieurs fois à cette situation. Donc tout ça, ce sont des situations qui sont complexes, qui sont très variées, qui sont très sous-estimées comme enjeu et qui sont très mal évaluées également. Très peu de littérature dans le domaine des maladies cardiaques. On a dit tout à l'heure que la maladie de Huntington, par contre, a été beaucoup plus étudiée en la matière. Un autre élément qui peut participer probablement aussi à l'impact de la révélation du test génétique, c'est sans doute les modalités d'organisation de la consultation et du dispositif d'accompagnement des consultants. Quand j'ai créé la première consultation de cardiogénétique en France en 1999, d'emblée, on avait structuré cette consultation de la façon suivante, avec une première consultation pré-test avec 3 entretiens successifs, le cardiologue, le généticien, la psychologue. Après, on a un délai de réflexion qu'on avait imposé de façon à permettre une meilleure autonomie de décision du consultant. Et puis ensuite, le prélèvement sanguin, s'il est décidé par le consultant, est réalisé, l'analyse génétique est faite, et puis on a la consultation d'annonce du résultat, et puis ensuite le suivi en fonction du résultat de cette annonce. En fait, cette structuration, elle est très variable d'un centre à l'autre, d'une équipe à l'autre, en France, à l'étranger, et probablement que cette structuration peut influencer, en sachant que dans la plupart des centres, souvent le consultant est vu par un intervenant, généticien clinicien, plus ou moins un psychologue selon les cas, et qu'il n'y a souvent pas de délai de réflexion qui est proposé, enfin proposé si, mais qui n'est pas donné comme impératif, en tout cas par la plupart des consultations. Il y a très peu de données dans la littérature. Nous, on avait fait une première étude un peu pilote préliminaire il y a quelques années, qui porte sur un petit effectif, 66 personnes qui avaient accepté de répondre, quelques enseignements qui étaient intéressants. Le premier, c'est qu'on était plutôt rassuré par le fait qu'il n'y avait pas d'impact psychologique délétère majeur mis en évidence. Encore une fois, petit nombre de patients. Et puis, des choses intéressantes aussi sur le fait que la pluridisciplinarité paraissait tout à fait utile aux consultants. Et puis, quelque chose qui nous a intrigué un peu plus, c'est que pour
près de 2/3 des consultants, le délai de réflexion leur avait pas semblé utile. Donc ça nous a incité aussi à nous remettre en question sur cette procédure. D'où l'idée de proposer ce projet, Prédict, qui a donc pour objectif, on l'a vu, l'évaluation de l'impact psychologique, socio-professionnel, de façon à recenser aussi les modalités d'accompagnement pour voir dans quelle mesure ça peut influer les choses. Et c'est un projet qui concerne les apparentés adultes de façon à être homogène dans notre évaluation. Le déroulement général, donc ce projet qui a obtenu le soutien de la Fondation Maladies Rares, je les en remercie à nouveau, a obtenu les accords réglementaires CPP, CCTIRS, CNIL. Cette étude comporte une étude prospective, une étude rétrospective, des entretiens semi-structurés, un recensement des modalités d'organisation. La durée des inclusions est prévue sur 12 mois, avec des centres ouverts à tous les centres de compétences du réseau national. Et le nombre de patients qui est prévu dans ces inclusions, c'est 150 sujets pour l'étude prospective et 400 sujets pour l'étude rétrospective. Et c'est une étude qui est fondée essentiellement sur des auto-questionnaires qui sont remplis par les consultants et aussi par l'équipe soignante, qui explore différentes dimensions, la connaissance de la maladie, la perception du risque, les motivations pour faire le test, les modalités de prise de décision, le fait d'avoir fait un délai de réflexion ou pas, l'information donnée aux familles, l'impact du résultat sur les relations au sein de la famille, la vie sociale, professionnelle, des échelles d'anxiété style qui sont remplies, des échelles d'impact d'événements et le vécu du dispositif de la consultation. Très rapidement, puisqu'on est un petit peu juste. Donc, pour l'étude prospective, il y a 3 autoquestionnaires qui sont remis à 3 moments. D'abord, juste avant la première consultation pré-test. Ensuite, juste au début de la consultation de rendu de résultat, avant le rendu de résultat. Et puis, un 3e questionnaire qui est envoyé 1 à 2 mois après l'annonce du résultat. L'étude rétrospective, c'est un seul questionnaire qui est envoyé à distance chez les consultants qui ont fait le projet. C'était une étude qui a démarré, la mise en place a commencé en février de cette année 2016. Et pour le moment, dans l'étude prospective, nous en sommes à 213 apparentés inclus, à 91 apparentés dans l'étude rétrospective, donc un bon niveau d'inclusion qui nous permet d'espérer tout à fait satisfaire aux objectifs. Et donc, on espère que ces résultats, c'est ma quasiment dernière diapo, vont apporter des éléments tout à fait innovants, intéressants sur la pratique des tests génétiques, sur le vécu par les consultants de ce résultat, et que l'objectif, c'est d'en tirer des enseignements, bien sûr, pour essayer d'optimiser les modalités d'accompagnement des consultants et essayer d'harmoniser les pratiques et le parcours de soins en France. Et la dernière diapo, c'est les remerciements à toutes les personnes qui ont permis à ce projet de voir le jour. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention qui était passionnante. On a le temps pour une question. Est-ce que vous avez des questions? Oui, José. Bonjour. Association Pemphigus, Pemphigoïdes France. Est-ce que les assureurs vont être en mesure d'exiger qu'on fasse ce test, en particulier quand nous avons une maladie rare, chronique, etc. Est-ce que les assureurs vont pouvoir exiger ça un jour? Je n'ai pas ma boule de cristal, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre. Mais sur la situation actuelle, on est quand même, je rappelle juste qu'on est protégé par le fait que nous n'avons pas en France à donner un consultant, un patient n'a pas à donner un résultat génétique à une enquête d'une compagnie d'assurance ou d'un employeur, par exemple, même si parfois les questionnaires sont un peu détournés et que ce n'est pas toujours facile, malgré tout, de rester dans cette confidentialité vis-à-vis d'un résultat génétique. Le problème qui se pose actuellement vis-à-vis de ça, c'est que même si on est protégé par rapport au résultat du test génétique, on n'est pas protégé par rapport au résultat du bilan cardiologique. C'est chez un apparenté qui fait un bilan cardiaque précocement alors qu'il n'a encore aucun symptôme. S'il est porteur de la mutation, on va lui proposer un bilan cardiaque. Si jamais il a déjà commencé à déclarer la maladie cardiaque, même s'il ne ressent pas de symptômes,
là, il va être obligé de déclarer sa maladie cardiaque, et là, on rentre dans le champ d'une problématique que j'évoquais, d'impact personnel possible.